Partout dans le monde, chaque nuit, des hommes et des femmes observent, étudient, photographient le ciel et les étoiles. L'univers contient un nombre incalculable d'étoiles. Notre galaxie, à elle seule, en rassemble des milliards, groupés en essaims de différentes formes, amas, nébuleuses, que l'homme a voulu connaître, répertorier, photographier, et dont il a voulu apprendre les mouvements, la composition, l'âge et la taille. Parmi les étoiles, beaucoup sont doubles, l'une tournant autour de l'autre en quelques semaines, quelques années, quelques siècles. Mais leur écartement est souvent trop faible pour être décelé facilement. D'autres étoiles ont un éclat qui paraît varié, tel le fameux pulsar du crabe qui clignote 30 fois par seconde, comme cette simulation au ralenti tente de le montrer. Autour de notre galaxie, d'autres galaxies, si lointaines que leur lumière met des millions d'années à nous parvenir. Il y en a au moins 500 millions dans l'univers et chacune contient des milliards d'étoiles. Certaines possèdent un noyau brillant qu'il faudrait pouvoir observer de plus près car il s'y déroule des phénomènes mystérieux. Tout aussi mystérieux sont les quasars, qui semblent être les plus lointains objets connus de l'univers et qu'on a mis longtemps à distinguer de simples étoiles. Ils ont des propriétés bien surprenantes qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Pour mieux étudier et comprendre les objets stellaires, il faut obtenir des clichés détaillés sur des plaques à haute définition, dont chacune peut comporter des millions d'étoiles. Et cette définition dépend aussi de la finesse des images, c'est-à-dire de la résolution angulaire des télescopes. Théoriquement, la résolution angulaire augmente proportionnellement au diamètre des télescopes. Mais en réalité, la résolution théorique est très vite limitée par l'atmosphère terrestre, car celle-ci est agitée d'une turbulence permanente. Cette turbulence fait que les grands télescopes, construits pour observer des objets lointains très peu lumineux, n'ont pas une meilleure résolution que les petits télescopes d'amateurs, malgré l'extrême précision obtenue par un polissage infiniment long et difficile. À quoi ressemble donc l'image d'une étoile dans un grand télescope? L'atmosphère brise la tache lumineuse en 1000 morceaux qui s'agitent et se déforment comme de l'eau en ébullition. Ce sont des effets d'interférence lumineuse qui produisent les maxima et les minima d'éclairement. En l'absence d'atmosphère et avec une optique parfaite, toute cette lumière décomposée serait pratiquement concentrée dans un seul des petits granules, formant une tache focale, décrite par l'astronome anglais Airy, dont les dimensions limitent en dernier ressort la résolution du télescope. Mais comment expliquer l'origine des granules mobiles dans l'image donnée par un grand télescope? C'est l'apparition des lasers qui a d'abord attiré l'attention sur le phénomène de granulation cohérente. Ce phénomène de tacheture apparaît lorsqu'un écran reçoit la lumière d'un laser sur le faisceau duquel un diffuseur a été interposé. On le nomme speckle. La structure tachetée du faisceau diffusé résulte d'interférences entre les ondelettes ayant des phases et des amplitudes aléatoires qui proviennent du diffuseur.
Il en est de même de l'onde lumineuse reçue dans le télescope. Déformée par l'atmosphère, elle présente des bosses correspondant à une phase aléatoire. Il en résulte des interférences également aléatoires au foyer de l'instrument. La vibration résultante peut avoir une amplitude quelconque selon que les interférences sont constructives ou destructives. Les phases sont différentes et le résultat peut lui-même être très différent, ce qui explique la distribution aléatoire des granules brillants et sombres. En rapprochant les travaux astronomiques des résultats obtenus en optique cohérente, nous avons été conduits à interpréter la structure fine en grappes de raisin des images stellaires comme un phénomène de granulation cohérente, identique au speckle des lasers, et à considérer que la finesse de la structure fine et le nombre de granules dans l'image croissent avec le diamètre du télescope, les détails les plus fins ayant la taille de la tache d'Airy théorique. Par ailleurs, les propriétés statistiques de la granulation demeurent indépendantes du diffuseur utilisé, donc de l'état de l'atmosphère. La tache d'Airy est généralement détruite par l'atmosphère lorsqu'on observe une étoile avec un télescope d'ouverture supérieure à 12 cm. Et les effets d'interférence qui la remplacent sont d'autant plus visibles que le diamètre du télescope est plus grand. Donc, bien que difficilement décelable avec un petit télescope, une étoile double donne, avec un grand, une superposition de deux structures speckle identiques mais légèrement décalées et dont les intensités s'additionnent. Le système optique, nommé interféromètre à speckle, que nous avons construit, permet de récupérer la résolution théorique des grands télescopes. Il y a un tout petit trou là, et on s'arrange pour que l'étoile qu'on a choisie tombe dans ce petit trou. Et c'est cette petite partie de l'image qu'on agrandit énormément. Il est tellement petit qu'on ne le voit pas, il fait 2 dixièmes de millimètre. Il fait 1 dixième de millimètre. Et bien, dans une image énorme, là, on prend une toute petite partie qu'on agrandit énormément. Une distance focale de l'ordre du kilomètre est obtenue. Les images étant enregistrées par une caméra de télévision. Un réseau holographique concave situé dans le plan de l'image agrandie permet à la fois d'effectuer un filtrage spectral réglable et de compenser la diffusion atmosphérique. L'interféromètre et l'observateur sont installés dans la cage située directement au foyer du miroir parabolique. L'appareil comporte une lentille qui agrandit l'image 160 fois et une caméra de télévision très sensible. La caméra enregistre une image chaque 50e de seconde, rythme suffisamment rapide pour geler l'agitation de l'image stellaire. 2 minutes suffisent pour enregistrer 6000 images dont l'analyse permettra de déterminer les paramètres de l'étoile. Regardons de près l'aspect d'image stellaire obtenu au foyer d'un télescope de 5 mètres en speckle interférométrie. Cet aspect granulaire très contrasté de l'image d'une étoile simple indique qu'elle est non résolue. Chacun des granules a la dimension de la tache d'Airy théorique. Quand l'étoile est suffisamment grosse pour que son disque apparent soit de dimension comparable aux granules, chaque granule est alors en quelque sorte une petite image de l'étoile. Ici, l'aspect dédoublé de la structure granulaire indique la nature binaire de l'étoile. La méthode interférométrique consiste à effectuer l'analyse statistique des nombreuses images filmées en soumettant ces images à une analyse de Fourier par un système optique ou un ordinateur. Chaque image est dédoublée et on enregistre le signal transmis par les images en faisant varier le dédoublement. On obtient ainsi la fonction d'autocorrélation de l'image de l'étoile. Ici, une étoile double. Son speckle et sa fonction d'autocorrélation. Le même processus avec une grosse étoile dont on remarque la taille importante des granules. La fonction d'autocorrélation est obtenue grâce à un appareil que nous avons construit spécialement et qui permet par des moyens électroniques de mesurer la séparation angulaire des composantes d'une étoile double ou le diamètre apparent des étoiles. Pointons une étoile avec un télescope de 3,60 m.
Voici en coupe l'autocorrélation de l'image moyennée pendant quelques minutes. L'étoile n'étant pas résolue, nous voyons un pic étroit dont la largeur est voisine de celle de la tache d'Airy. Ici, 3 centièmes de seconde d'arc. Pointons une autre étoile. Elle est très faible et le gain très élevé nécessaire pour enregistrer son image rend visible chaque photon individuel. Les granules interférentiels sont par conséquent moins visibles. On voit apparaître un pic secondaire sur l'écran de l'autocorrélateur. Ceci indique que l'étoile est double. La position relative des deux pics donne l'écartement et la position des deux étoiles sur le ciel. Ici, l'écartement est de 7 centièmes de seconde d'arc. Observons maintenant l'étoile supergéante rouge Bételgeuse. Les granules mobiles semblent plus gros. C'est bien le cas. Et le calculateur le confirme. Bételgeuse est l'une des 5 ou 6 étoiles qui sont suffisamment grosses pour pouvoir être résolues par cette méthode. Le calculateur permet de connaître son diamètre apparent, 6 centièmes de seconde d'arc. L'appareil dont nous nous sommes servis est un corrélateur bidimensionnel. Grâce à lui et aux caméras de télévision très sensibles qui remplacent avantageusement l'œil humain, on peut maintenant résoudre des étoiles doubles serrées. Capella, 5 centièmes de seconde d'arc. Beta Corona Borealis, 2 dixièmes de seconde d'arc. Peut-on augmenter encore la résolution en speckle interférométrie? Oui, si l'on parvient à accroître le diamètre des télescopes. Mais pour cela, il faut les construire en plusieurs morceaux, car la dimension des miroirs actuels est difficile à dépasser. Les radioastronomes, eux, sont déjà parvenus à augmenter la résolution de leurs instruments. Ils ont construit des réseaux de petites antennes reproduisant les performances d'une antenne géante. La méthode dite de synthèse d'ouverture permet, en déplaçant 2 ou plusieurs antennes, de synthétiser par le calcul l'image que produirait une antenne géante. Ainsi, le réseau Very Large Array dans le Nouveau-Mexique comprend 27 réflecteurs de 30 mètres mobiles sur les 3 bras radiaux d'une voie ferrée s'étendant sur plus de 60 km. Mais aux longueurs d'onde optiques, on commence seulement à utiliser ce principe. En 1801, Thomas Young découvre les interférences lumineuses. Un écran percé de 2 trous très voisins donne dans l'image d'une source ponctuelle des franges alternativement brillantes et sombres. L'interfrange angulaire observée est proportionnelle à la longueur d'onde et inversement proportionnelle à l'écartement des trous. Ainsi, les franges sont d'autant plus serrées que l'écartement des trous est plus grand. Si la source n'est pas rigoureusement ponctuelle, on constate que les franges disparaissent quand l'interfrange devient égale au diamètre apparent de la source. Si le faisceau optique traverse un milieu turbulent, les franges ne disparaissent pas, mais subissent des mouvements aléatoires. En 1868, Hippolyte Fizeau propose d'utiliser un montage interférométrique des trous de Young pour mesurer le diamètre des étoiles. En 1874, avec un télescope de 80 cm, Stéphan montre qu'aucune étoile ne présente un diamètre apparent supérieur à 16 centièmes de seconde d'arc.
En 1920-1930, Michelson, Pease et Anderson mesurent pour la première fois le diamètre angulaire de quelques étoiles avec un télescope de 2,50 m équipé d'un système de miroir donnant une résolution équivalente à celle d'un télescope de 7 mètres. En 1974, nous construisons le premier interféromètre à 2 télescopes de 25 cm de diamètre, équivalent à un interféromètre stellaire de Michelson de 12 mètres de base. Nous obtenons pour la première fois des franges sur l'étoile Vega. Avec une base de 12 mètres, nous savons ainsi que l'étoile est plus petite angulairement que 5 millièmes de seconde d'arc. Le rôle de l'interféromètre actuel, orienté nord-sud, sur une base variable de part et d'autre de l'abri où interfèrent les faisceaux, est d'obtenir une haute résolution angulaire. La variation d'écartement des télescopes entre 5 et 35 mètres donne des résolutions angulaires allant de 2 centièmes à 2 millièmes de seconde d'arc. Les images de l'étoile obtenues par chaque télescope sont superposées. Les franges d'Young n'apparaissant dans l'image composite que lorsque les trajets optiques sont égaux, à 1 ou 2 microns près en lumière blanche. Les faisceaux provenant de chacun des télescopes sont reçus sur une table optique dans le laboratoire central. Le faisceau sud et le faisceau nord sont recombinés au moyen d'un miroir en toit et d'une lentille qui forment l'image composite de l'étoile sur le miroir focal. Les franges sont observées visuellement à travers un prisme à vision directe qui, grâce à sa résolution spectrale d'environ 50 angstroms, accroît la largeur de cohérence à une trentaine de microns et permet ainsi une recherche plus aisée. L'enregistrement des franges se fait grâce à une caméra de télévision extrêmement sensible qui détecte les photons individuellement. Une autre caméra de télévision a servi les télescopes à poursuivre l'étoile. Pour maintenir l'égalité précise des chemins optiques, la table centrale doit subir un déplacement programmé. Un micro-ordinateur calcule 100 fois par seconde la position théorique et pilote la table à quelques micromètres près. Le choix de l'étoile se fait en fonction des observations en cours et des travaux de l'équipe. Chaque observation pose des problèmes spécifiques. Y a-t-il des perturbations sur l'orbite que telle étoile double parcourt en 104 jours? Les deux composantes sont-elles sphériques ou aplaties? L'interféromètre peut permettre de répondre. Prenons un cas concret, l'observation de l'étoile Vega. Les deux télescopes sont positionnés et leur écartement choisi en fonction des observations précédentes. Le pointage des télescopes se fait à l'œil. Une fois l'étoile centrée, l'asservissement des télescopes entre en jeu, permettant l'acquisition de l'étoile sur la caméra de guidage. Ici, d'abord l'étoile nord, puis l'étoile sud. À l'heure déterminée, la poursuite de l'étoile commence. La recherche des franges se fait d'abord visuellement, tandis que la superposition des images de l'étoile est assurée au moyen du guidage automatique. Les franges, une fois trouvées, sont transférées sur un écran de télévision en lumière blanche ou filtrée et enregistrées s'il y a lieu. Toute vibration ou déformation, même inférieure à quelques microns, empêche leur formation. On remarque
qu'avec de petits télescopes, la superposition des images est rarement parfaite. Cela est essentiellement dû à l'agitation atmosphérique. Avec une base d'une quinzaine de mètres, le contraste de frange obtenu sur l'étoile Vega indique un diamètre angulaire voisin de 4 millièmes de seconde d'arc. En effet, les franges d'interférence obtenues sur une étoile donnent un contraste qui diminue quand on augmente l'écartement des télescopes. La mesure du diamètre angulaire de l'étoile peut ainsi se déduire du contraste des franges pour un écartement donné. Il suffira donc de mesurer ce contraste pour connaître le diamètre apparent de l'étoile. Avec un interféromètre à 2 télescopes, la résolution avec laquelle on observe une étoile est, dans la direction de la base, fonction de l'écartement des télescopes. Mais dans une direction perpendiculaire à la base, la résolution ne dépasse pas celle d'un télescope unique. Or, si l'on veut restituer une image de l'objet à 2 dimensions, il faut simultanément disposer de la haute résolution dans plusieurs directions. C'est pour cela que nous envisageons la construction d'un réseau de télescopes travaillant en synthèse d'ouverture. Ce réseau sera équivalent, du point de vue de la résolution angulaire, à un télescope unique dont le diamètre serait égal à l'écartement maximum des télescopes du réseau. La technique de la speckle interférométrie sera ainsi utilisée pour restituer l'information à haute résolution que nous recherchons. Le premier élément d'un tel réseau, actuellement en cours d'essai, est constitué par une monture sphérique en béton armé contenant l'optique d'un télescope casse-grain de 1,50 m d'ouverture. Les télescopes optiques de la nouvelle génération seront ainsi groupés en réseaux permettant de recombiner les images captées par chaque instrument. Les performances obtenues équivaudront à celles d'un télescope gigantesque qu'il serait impossible de construire suivant une structure monolithique. Mais le véritable avenir des observations astronomiques se situe dans l'espace, là où aucune atmosphère ne vient perturber la propagation lumineuse. Déjà, de petits ou moyens télescopes orbitaux commencent à transmettre au sol leurs observations. Que pourra-t-on voir de plus avec de tels instruments ? Une multitude de détails jusqu'ici insoupçonnés. Il faut maintenant s'attendre à ce que les terriens fassent pousser dans le ciel ces espèces de fleurs géantes ressemblant aux yeux composés des insectes. Elles permettront d'observer les planètes des autres étoiles, les disques stellaires avec leurs couronnes, les taches ou autres détails de structure, d'approfondir notre connaissance des galaxies, notamment dans la mystérieuse région du noyau, et de percevoir beaucoup d'autres phénomènes. Ainsi sera peut-être éclaircie la nature des nombreux objets encore mal compris de notre environnement spatial.